J'ai toujours capté chez les êtres leur mal-être et je savais ce qui allait leur arriver en fait. Je sentais les blessures qui entouraient la personne et je sentais vers où elle partait et quel était son potentiel. En fait, j'ai toujours vu le potentiel des gens. Je suis issue d'une famille qui est pluriculturelle, toutes sortes de choses d'ailleurs. Donc j'ai appris à observer non pas avec les apparences, mais à observer ce qui se passe de suite à l'intérieur et pourquoi on se donne cette apparence. C'est pas l'apparence qui fait toi, c'est toi qui te donne une apparence parce que cette apparence, elle te sécurise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris d'entrée de jeu. J'arrivais à voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce que les gens ne voient pas eux-mêmes. Donc en gros, ce qui se passe en dessous de l'iceberg. Je posais des questions à mon père, je lui disais « Mais papa, pourquoi tu me dis de faire ça et puis tu fais ça? Je comprends pas. Et puis papa, qu'est-ce que t'en penses de la mort? Tu sais, en philo, on nous explique que la mort, c'est ceci, c'est cela, machin. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et mon père ne savait pas quoi me répondre. J'ai toujours été attirée par des personnes qui avaient des soucis de famille ou des gros soucis de santé. Et puis bon, de toute façon, dans ma famille, ma propre famille, au niveau généalogique, il y a des gros soucis de santé. Il y a des gros mélanges culturels dans des gros soucis de famille. Il y a des guéguerres entre les uns et les autres. Ce qui fait que quelque part, c'était quelque chose qui me frustrait énormément et que, au fond de moi, la petite fille, elle cherchait une solution. Et elle ne comprenait pas. Je me connectais beaucoup aux étoiles. Je regardais souvent le ciel le soir. J'avais quelque chose qui m'attirait énormément et puis ça me posait. J'allais dans la campagne, j'allais faire du vélo, j'allais faire des cabanes comme les garçons. C'était super cool. Et tout ça, ça m'apportait énormément de sérénité au milieu de la tempête, quoi. Et j'ai compris qu'en fait, tous les êtres humains, on n'est pas bien différents. En fait, on est tous les mêmes. J'ai fait des études de droit. Moi, je recherchais une forme, quelque part, entre guillemets, à un moment venu, de droiture pour pouvoir équilibrer ma vie. Parce que j'étais issue d'une famille où il y avait un ensemble de déséquilibre émotionnel. Et puis, je recherchais à pouvoir y amener un équilibre quelque part. J'avais aussi une forme d'éthique et de vision de la vie où je me disais on va pouvoir aider les êtres sur Terre. Et je me suis rendu compte que le système, bon, non seulement du droit, c'était toute une histoire commerciale. Ce qui est l'apparence d'un système, ça ne reste qu'une apparence. Et en fait, c'est beaucoup pour limiter les êtres. C'est une personne qui était très connectée à tout ce qui était en lien avec le karma, les entités. Donc, ce qu'on appelle les fantômes, c'est les entités. Hein. Il y a eu une expérience qui a été marquante dans ma vie. C'est que quand elle était, elle plus jeune et moi enfant, je devais avoir 4 ans, elle travaillait dans un mas en plus de son activité pour pouvoir avoir un peu plus d'argent en fait. Et les mas anciens, c'est chargé énergétiquement souvent d'entités. Et dans ce mas, il y avait même des meubles, tu vois, de type Moyen-Âge, tu vois, des trucs très cossus, des meubles anciens. Chaque fois qu'elle faisait les lits, on lui défaisait les lits. Alors ça, c'était hallucinant, quoi. On lui défaisait le lit, mais de façon très bien faite, quoi. On lui ouvrait vraiment le lit, alors qu'elle venait de le faire, la chambre d'avant. C'est pour exprimer encore plus la présence et qu'ils n'ont pas envie qu'on soit là, quoi. C'est leur lieu, ils considèrent qu'on est en train de les déranger, que c'est chez eux. Ces âmes, ils n'ont pas conscience qu'ils sont décédés, en fait. Pour eux, ils ne sont pas morts, ils sont là et on est en train de les déranger. Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont transparents, en fait, à nos yeux. Comme ils voient que si on essaie de les regarder, eux nous voient, mais nous, on ne les voit pas, en fait. Donc, pour pouvoir exprimer leur présence, ils vont aller condenser leur énergie et aller mettre un mouvement qui va dire « je suis là ». Tu sais, il y avait des escaliers qui donnaient au sous-sol en bois, à l'ancienne. Et on entendait la porte qui faisait « et t'entendais pouf, pouf, pouf. T'entendais les escaliers. Il y avait qu'elle et moi dans la maison. Je me rappelle elle avait discuté avec ces 2 gars qui étaient les propriétaires de ce mas. Elle leur disait, mais vous avez des fantômes à la maison, il y en a marre. Elle disait, nous, on vit parfaitement avec eux, ça pose aucun problème. T'as qu'à leur parler. Elle disait ça à ma mère, et ma mère, elle parlait avec eux normal, quoi. Je les voyais pas, j'entendais. J'entendais, et en fait, quand t'évolues là-dedans, quand tu l'entends 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que, surtout, t'entends ta mère communiquer avec ça, et que tu la sens pas stressée du tout, que c'est normal, elle parle avec eux, elle leur dit, vous allez me laisser tranquille. Maintenant, ça suffit, et que des fois, elle levait le ton, et puis, du coup, on la laissait tranquille. Mais c'est super délirant. Parce qu'en fait, tu es un enfant, tu es en mode de réception totale. Donc tout ce que tu vois, ça devient normal. Tu mets pas de barrière quand tu es un enfant. Tu commences à mettre des barrières quand tu as le mental qui prend le dessus. À partir de 7 ans, 7-8 ans. Si seulement ma mère, elle avait eu peur, en fait, j'aurais ressenti la peur en elle.
Et ça aurait été quelque chose pour moi de difficile à vivre dans le futur. Non, ça c'est simplement parce que tu as une nature visuelle. Donc tu as besoin de voir pour être sûr d'eux. C'est-à-dire que si toi tu développais une médiumnité, parce qu'on a tous la capacité de développer, mais si toi tu as une tendance dans ton naturel à être plus visuel qu'auditif par exemple, tu vas avoir besoin de la preuve par la vue. Tandis que si tu es auditif, le fait simplement d'entendre les bruits toc 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 toc, c'est suffisant. Parce que tu sais très bien ce qui s'est passé juste avant et ce qui se passe juste après. Tu vois? Alors toi, tu es visuel, et ben, tu vas demander, je veux voir, je veux avoir des preuves. Et il va donc se présenter dans la matière devant toi des preuves visuelles. Comme ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, ce sont des preuves visuelles, mais ça fait partie d'une création qui, dans le fond, c'est illusoire. Parce qu'on voit que 2%, donc imagine-toi qu'il y a 98% qu'on ne voit pas. Notre façon de voir les choses, l'énergie qu'on émane et l'énergie qu'il y a autour de nous permet de voir ce qu'on voit. D'autres qui seraient dans une énergie beaucoup plus haute pourraient voir ce qu'on voit aussi, mais ils pourraient voir beaucoup plus. Nous, on voit simplement parce qu'on est limité par le mental au jour d'aujourd'hui, par les croyances, parce qu'on nous a inculqué, parce qu'on a hérité au niveau de la généalogie aussi, et qu'on a accepté de prendre par amour, en fait. Plus que l'histoire d'avant-vie et d'après-vie, moi, ce que je captais, c'est qu'on était plus grand que ce qu'on voit de nous. On se croit d'une certaine façon, et c'est ce qui va conditionner ce qu'on est physiquement d'ailleurs, mais en réalité on a des potentialités qui sont illimitées et qu'on a une capacité pour devenir quelque chose d'éminemment puissant. Parce qu'on est éminemment puissant, sauf qu'on se limite par peur d'être puissant. Alors on cherche à être fort, on cherche à contrôler. Et on ne se rend pas compte que du moment où on accepte notre propre puissance, on n'a plus besoin ni de contrôler ni d'être fort. On s'adapte à ce à quoi on a à s'adapter. Ce qui vient devant nous, on a juste à comprendre pourquoi ça vient devant nous, surtout par rapport à nous-mêmes. C'est tout. Il y a différentes possibilités qui sont côte à côte en fait, et que tu vas aller contacter une des différentes possibilités. Tu peux le faire inconsciemment, comme tu peux décider de le faire consciemment. Et à partir de là, du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi et tu te dis, bon ben voilà, laquelle je choisis aujourd'hui. Parce que finalement, je suis tout. La pensée crée la différence, l'expérience de la limitation. Plus on se conforme à la pensée, plus on se déconnecte de la source. Ida, le canal féminin ou lunaire, est relié à l'hémisphère droit du cerveau, et Pingala, le canal masculin ou solaire, est relié à l'hémisphère gauche du cerveau. Quand ces deux canaux s'équilibrent, l'énergie remonte un troisième canal, Shushuma, le long du centre de l'épine dorsale, stimulant les chakras et libérant le plein potentiel évolutionnaire. Chakra, dérivé d'un ancien mot sanskrit, signifie roue énergétique. Kundalini n'est rien moins que la spirale originelle qui fait danser la vie humaine dans l'existence. Il s'agit d'un ordre différent d'énergie que celui qu'on comprend normalement, comme une passerelle entre la matière brute et les énergies les plus subtiles. La passerelle, c'est vous. Kundalini n'est pas une énergie qu'on impose par la volonté, les efforts ou les frictions. C'est comme faire pousser une fleur. Tout ce qu'on peut faire, en bon jardinier, c'est préparer le sol et rendre les conditions propices et laisser la nature prendre son cours. Si on impose à une fleur de s'ouvrir prématurément, on la détruit. Elle pousse avec sa propre intelligence, avec ses propres instructions préorganisées. Dans la vie que je vis aujourd'hui, dans l'expérience que je vis aujourd'hui, j'ouvre suffisamment mon énergie et mon cœur au monde pour comprendre que effectivement on donne et on récolte, parce que c'est le sens de la vie, c'est logique, mais qu'on commence par donner. Il ne faut pas chercher sans arrêt à récolter. J'ai compris récemment que celui qui aime et qui se dit être dans l'amour inconditionnel, donc qui vit chaque expérience de sa vie en se disant « Oh, j'apprends, mais c'est énorme, c'est magnifique tout ce que je vois autour de moi. Je m'ouvre à des choses qui sont fantastiques. Ce qui pourrait être vu comme le plus obscur, c'est une potentialité énorme. » Et bien ça, tu l'atteins qu'à partir du moment où tu décides de laisser prendre. Donc que tu décides de laisser l'autre vivre une expérience qui peut-être va être difficile à vivre, mais parce que lui aussi il a cette potentialité, eh ben tu peux lui laisser
t'emmener à peut-être te faire mal, peut-être à te toucher au niveau tristesse, au niveau colère, à t'emmener dans des états difficiles, mais que c'est une façon et de faire évoluer l'autre et de se faire évoluer à soi. Mais tu n'es pas dans le contrôle, tu es simplement dans le laisser venir. Je laisse venir, il se passe ce qui se passe, et tu es libre au même titre que moi je le suis. Alors accepte-le, et le jour où tu te rends compte que tu es libre, tu n'as plus besoin de contrôler, tu n'as plus envie de contrôler. Je ne me ferme pas les portes et je ne me dis pas que c'est comme ça et que c'est pas autrement et que ça ne changera jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, j'accepte pleinement ce que je vis et qui je suis. Parce qu'il y a une raison. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours une raison qui t'amène à toujours évoluer. On part d'un principe, c'est qu'on est responsable et qu'on attire tout à soi et qu'on crée tout. D'accord? Qu'on est divin. Qu'on est des êtres divins qui nous incarnons dans des corps. Dans un corps physique. Donc en gros, on va condenser dans la matière des choses pour pouvoir vivre des expériences et grandir en conscience encore plus vite. Et si seulement on se l'autorisait, on acceptait seulement de dire « oui, c'est vrai », dans mon fort intérieur, si j'avais pas tous ces conditionnements, tout ce dans quoi on m'a mis, les règles qu'on m'a données dans ma vie, si je pouvais me le permettre, je le ferais, oui. Où c'est que tu t'es incarné? Quelles difficultés tu as vécues? Qu'est-ce qui t'a blessé chez tes parents? Qu'est-ce qui t'a blessé dans ce que tu as observé autour de toi? Qu'est-ce que tu aimes éminemment? Qu'est-ce que tu aimes très très fort? Qu'est-ce que tu adores faire, dire ou ne pas dire? Et qu'est-ce qui te touche profondément au point que tu ne pourrais pas faire impasse? C'est super important pour toi de régler ça sur la planète. Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Qu'est-ce que tu supportes et qu'est-ce que tu ne supportes pas? Qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu détestes? La mission de vie, bon d'accord, c'est retrouver l'authenticité de qui on est. Mais plus on se rapproche en fait de l'authenticité, donc de la personne qu'on est, plus on accepte qui on est et plus on accepte les autres. Et donc plus on a envie d'aller apporter quelque chose à l'autre, qu'il aille se retrouver. Parce que chaque fois que l'autre il va se retrouver, vu qu'on est connecté à lui, on va se connecter à nous-mêmes. Si tu veux, c'est un jeu de miroir. Ce que l'autre il va révéler en lui, il va le révéler aussi en moi. Chaque fois que je vais aider l'autre, je vais m'aider à moi-même. Chaque fois que je vais juger l'autre, je vais me juger à moi-même. On ne s'en rend pas compte, le but c'est de s'en rendre compte. Le but c'est d'amener tout en conscience. L'incarnation c'est fait pour amener tout en conscience. C'est de devenir conscient de qui l'on est, de ce que l'on est. On va tous se mettre des schémas, on va tous se mettre dans des situations de victimes parce qu'on n'a pas envie d'accepter qui on est réellement. On n'a pas envie d'accepter qu'on a des penchants, des envies, des désirs. Et que tout ça, ce sont des choses qui vont nous mettre dans des situations où on va aller s'amener dans l'extrême pour essayer de l'attirer à nous et de le contrôler. Quand on vient s'incarner, de toute façon, on vient condenser une énergie qui est déjà à la base une énergie qui est assez lourde puisqu'il y a des émotions, il y a des données dans notre âme. On vient les condenser dans un corps physique pour que ça soit encore plus bien tendu pour les libérer. Il y a le système de la cocotte minute en fait. Quand tu fais chauffer la cocotte minute, tu la fais monter en pression, elle est fermée la cocotte, d'accord? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte en pression et un jour ça sort. Mais tout ce qui sera monté en pression, c'est cette énergie qui s'est condensée, qui est montée en puissance et qui fait que du coup le potentiel il est beaucoup plus fort. Là si tu ouvres, ça explose. L'incarnation c'est ça, tu rentres dans un corps physique, la cocotte minute, tu viens avec des données que tu vas faire monter en pression et tu vas décider de les libérer. Alors tu as différentes possibilités de les libérer. La première, c'est de faire monter la cocotte à fond, de faire tout exploser. Là, tu es dans des états émotionnels extrêmes, tu as des gens qui rentrent dans des états psychiques gravissimes. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas autorisés à exprimer les choses avec une mesure, parce qu'ils ont vécu dans des systèmes où ils ne se sont pas permis d'être, justement. Mais quoi qu'il en soit, ils évoluent, ces êtres. Même s'il faut exploser la cocotte, ils évoluent. Les êtres qui pensent beaucoup qu'à eux, en fait. Tu vois, qui sont les êtres dans la politique, dans certains systèmes où c'est beaucoup eux. Ils sont dans une forme de jouissance, où ils sentent une forme de pouvoir qui fait que, quoi qu'il en soit, à leur mesure, ils évoluent aussi. Ils peuvent être très 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 obscurs, mais très 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 puissants. Parce que l'obscurité, c'est un jeu de rôle aussi. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a une chose qui est très très évidente, c'est qu'il faut être courageux quand même pour s'incarner avec un manteau d'obscurité. Celui qui vient et qui porte le manteau du méchant, c'est fort quand même.
C'est beaucoup plus facile de s'incarner avec le manteau du gentil, de la victime, de la pauvre personne. Donc ça te fait passer par différents stades, par différents costumes, par différentes scènes de théâtre, je dirais. Alors des fois, tu es la personne qui vit, oui, au milieu de la guerre, la personne qui est battue, la personne qui subit. Et dans une autre vie, tu seras celui qui va faire subir. Et dans une autre vie, tu seras celui qui va sauver. Mais dans tous les cas, si tu reviens au centre, tu t'incarnes toujours pour devenir une victime qui se rend compte qu'il n'est pas une victime. Donc tout est amené à évoluer. On continue toujours à évoluer. L'évolution n'a pas de fin. La vie est évolution. Sauf que si tu vas tranquille, peinard, allez, ma vie est cool, tout est sympa, waouh, magnifique, t'as pas envie d'évoluer. Si tu passes par des difficultés, là oui, t'as envie d'évoluer. Parce que tu es tellement mal à l'intérieur de ce que tu vis que tu te dis j'ai envie de le dépasser. Je dois le dépasser parce que sinon c'est la mort, assurée. Et comme on croit que la mort est la mort, que les êtres quand ils s'incarnent ils oublient que c'est simplement de l'incarnation et de la désincarnation, donc en gros qu'ils sont éternels, donc ils ont tellement peur de la mort qu'ils sont poussés à chercher l'évolution et donc automatiquement ils évoluent. Si tu t'incarnes avec des informations, avec des données, avec des blessures, qui sont fortes au niveau émotionnel, ton âme porte des blessures émotionnelles que tu n'as pas libérées dans tes vies autres, tu vas arriver et choisir de t'incarner dans la souffrance. Parce que tu as la croyance que pour évoluer, il faut souffrir, inconsciemment. Inconsciemment, bien sûr. Par contre, si tu t'incarnes dans un chemin de vie qui est « moi je veux que tout soit facile, j'évolue mais je veux que tout soit facile », ben, tu vas t'emmener dans une vie où tout va être facile. De toute façon, c'est simple. On crée que ce qu'on croit. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Quel que soit le nombre de fois où vous pouvez avoir échoué par le passé, quel que soit votre but ou bien vos espérances. Quand vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, vous dirigez simplement le pouvoir de votre esprit pour attirer ces circonstances indésirables. Parce qu'il est vrai que tout ce que votre mental nourrit, votre mental l'attire vers vous. Alors, vous comprenez pourquoi il est important que vous reconnaissiez que tout succès commence par un but bien précis. Une image claire dans votre esprit qui définit ce que vous voulez de la vie. Chaque personne amène avec elle, à la naissance, l'équivalent de 2 enveloppes scellées. L'une d'entre elles est clairement étiquetée « Les richesses dont vous pouvez jouir si vous prenez possession de votre propre esprit et le dirigez vers la fin de votre propre choix ». Et l'autre lettre est étiquetée « Les pénalités que vous devrez payer si vous négligez de prendre possession de votre esprit et le diriger ». Procurez-vous au format poche un carnet ou quelque chose de ce genre, comme celui-ci le plus léger possible. Et sur la page numéro 1, écrivez une claire description du désir principal de votre vie. Des circonstances, une position sociale ou des choses que vous pourriez accepter comme votre propre vision du succès. Et souvenez-vous, avant de commencer à écrire, que vos propres limites sont celles que vous avez vous-même érigées dans votre esprit ou que vous avez laissé d'autres fixer pour vous. Et deuxièmement, sur la page 2 de votre carnet, écrivez clairement une déclaration qui précise tout ce que vous avez l'intention de donner en échange de ce que vous désirez de la vie. Mémorisez vos 2 déclarations, ce que vous désirez et ce que vous allez donner en échange pour l'obtenir. Et répétez-les au moins une 12aine de fois par jour. Et toujours, terminez vos déclarations par l'expression de votre gratitude pour les cadeaux que vous avez eus à la naissance. Je ne demande pas à la providence divine plus de richesses, mais plus de sagesse que je souhaite accepter pour utiliser sagement les richesses que j'ai reçues à la naissance, sous la forme du pouvoir de contrôler et diriger mon esprit pour toutes les fins que je désire. On crée avec 3 choses en fait. Avec le mental, les émotions et les actions. Ces 3 réunis créent la matière, mettent en place la matière. Alors le mental, c'est des données qui sont neutres à la base, qui arrivent. On y rajoute des émotions qui condensent l'information, donc qui la mettent un peu plus rigide, un peu plus dure, un peu plus dans la matière, d'accord? Et ensuite, on met en place des actions, des mouvements. Le fait de se victimiser, par exemple, et de rester sur une chaise à faire ça, c'est une action qui fait qu'on condense la situation, d'accord? Et qui fait qu'on va attirer à soi des situations qui vont être des situations difficiles. Donc, la pensée de « je suis une victime » plus l'émotion « oh, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis triste » plus « je reste sur ma chaise et j'ai décidé que je reste sur ma chaise », eh bien, ça fait que je crée des situations qui vont mettre face à moi ce que j'ai créé, ce que je veux. Le jour où je décide
que je veux quelque chose dans un autre plan, dans une autre énergie, je vais mettre en place une pensée qui est lumineuse. J'ai envie de vivre telle situation. Je vais aller la ressentir avec des émotions positives, d'accord? Et puis, je vais aller mettre des actions dans le sens de accéder à ça. Ça s'arrête là. Rien de plus. Ça suffit pour créer. Alors effectivement, c'est inconscient pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec un milliard de milliards de milliers de milliards de données, puisqu'on porte toutes les données de l'univers, et qu'on choisit quand même d'en avoir une dominance. Parce qu'on va choisir ton papa, ta maman, ton lieu de naissance. Tout ça, ce sont des énergies. Et ces énergies dans lesquelles tu t'es incarné, tu arrives et tu les amènes avec toi. Et tu vas les porter en toi, dans ta bulle énergétique. Ok? Et toutes ces données, ce sont les dominances qui vont faire ta vie. Tout ce que tu vois autour de toi, ça fait partie de toi. Mais ça part par des choses très simples, c'est la prise de conscience que tout ce que tu vis, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu ne veux pas faire, si tu ne veux pas le faire, c'est parce que tu en as peur. Et si tu en as peur, c'est parce que tu n'acceptes pas que ça fait partie de toi. Et c'est parce que dans ton fond, profondément, tu as envie de le faire. Mais tu ne te le permets pas. Parce que tu crois que c'est mal. On croit que c'est mal parce que quand l'âme elle s'incarne, elle perd toutes les données. Dès qu'elle va se condenser dans la matière, sa puissance, elle oublie. Elle perd la mémoire, en fait, je dirais de ça. Les informations, elles sont toujours présentes, mais elles sont tellement minimes et subtiles qu'elle ne les voit pas puisqu'elle s'est condensée dans quelque chose de plus lourd. D'accord? Donc, tu arrives et tu prends les informations qui sont liées à tes parents, à tes arrière-grands-parents, tes oncles, tes tantes, ton pays, ton histoire. D'accord? Toute l'histoire dans laquelle tu évolues. Et tout ça, c'est un ensemble de croyances qui crée un système que tu as choisi d'accepter et de prendre avec toi. Donc, si tu crois que c'est mal, c'est parce que tu as décidé, ton âme a décidé de venir intégrer ces croyances. Si je peux donner une image, c'est comme si tu prends une araignée avec sa toile d'araignée. Tu as l'araignée qui va tisser toute sa toile et tout son monde tourne autour de sa toile. Mais sa toile, elle est aussi connectée à d'autres toiles. Et si tu prends toutes ces araignées, toutes ces toiles et que tu les prends et tu les ramènes et tu rétrécis la scène, tu pourrais voir une seule araignée avec une seule toile quand tu diminues. Et quand tu vas de plus près, tu te rends compte qu'il y a plein d'araignées et plein de toiles. Donc plein de systèmes de croyances avec tout plein d'araignées. Mais il suffit que toi, l'araignée, tu te déplaces de ta toile et que tu vas dans la toile de l'autre. Dès que tu arrives à la limite de la toile de l'autre, tu vas dans son système à lui et tu te fonds en lui. Ton corps vibratoire, on a des bulles, on a une bulle énergétique tout autour de nous qui a des milliards de données, qui a des émotions qui sont gardées, qui a des croyances qui sont gardées, donc des informations comme le disque dur d'un ordinateur qui a plein de données. Et ces données, elles vont se révéler à des moments clés. Alors ça, c'est ton être suprême, ton être au-dessus de toi, ta conscience supérieure, qui vient attirer des événements à toi pour que tu réalises face à toi une situation et que tu décides de la libérer. Tout simplement. Alors oui, c'est toi qui l'attires, simplement parce qu'elle est présente en toi. Donc, on peut dire, venant de l'extérieur, j'attire cette situation à moi, je l'amène à moi comme un aimant, la loi d'attraction. Comme je peux dire, je crée cette situation, je la rends visible devant moi, donc elle vient de moi. Je ne suis pas une victime qui vit des choses de l'extérieur. Je suis un être purement divin et purement puissant, mais je n'ai pas conscience de ma puissance, donc ma puissance, je l'utilise à mauvais escient. Le but, c'est de conscientiser, c'est de te rendre compte qu'effectivement, tu es arrivé, tu es un enfant, tu as vécu des choses, des émotions, des choses difficiles qui sont venues se mettre dans ton corps vibratoire, que tu as accepté de prendre en pleine conscience, donc en responsabilité, mais que tu as oublié, que tu es venu mettre dans des cases, dans ton inconscient, d'accord? Et que tu vas révéler à des moments de ta vie. Tu as voulu les mettre dans des cases pour venir les réveiller plus tard, en fait. Le but, c'est d'aller les libérer, mais pour aller les libérer, quelque part, c'est parce qu'on est dans un monde qui est de séparation, de bipolarité, c'est d'aller dire, par exemple, maman elle m'a fait croire toute la vie que j'étais une personne mauvaise, alors je crois que je suis mauvaise, et un jour je me rends compte que non, parce que les gens disent tous que je suis gentille.
Mais moi, je suis persuadée que je suis mauvaise parce qu'on m'a fait croire que j'étais mauvaise. Et un jour, je ne peux plus le supporter. Ben, c'est d'aller à la rencontre de ce parent qui a donné cette information parce qu'à lui aussi, peut-être, on lui a fait croire qu'il était mauvais. D'accord? Et ça, si tu veux, c'est là les systèmes de la toile d'araignée. Cette donnée qui est tordue, je dirais, c'est d'aller et de lui dire, tiens, cette donnée, elle est à toi, je te la rends. Elle est à toi, elle t'appartient, je la veux plus, moi, je suis un être libre. Ce qui se passe, c'est que si nous, on est amenés à faire ça avec nos parents, c'est parce que nos propres parents, ils n'ont pas osé eux-mêmes le faire. Si ton propre parent, il avait libéré cette information, tu ne la porterais pas en toi. Tu t'incarnes pas, tu l'as pas avec. D'accord, toi? Donc, si tu l'as, c'est que forcément, il y a un de tes parents qui la porte. Ou un oncle, si c'est un oncle qui t'a élevé, ou une grand-mère. Mais cette donnée, tu la portes en toi, d'accord? Parce que tu as décidé de la prendre. Mais quelque part, c'est comme si toi, en tant qu'enfant, tu as décidé aussi de venir t'incarner pour aider ton parent, pour l'amener à évoluer, parce que tu as une conscience qui est déjà plus évoluée que lui. De vie en vie, de génération en génération, il y a des choses qui se communiquent, il y a des vérités qui se disent, qui ne sont pas bonnes à entendre. Alors on va amener tout ça dans des choses cachées, en fait, dans des choses qui ne sont pas correctes, parce que religieusement, politiquement, socialement, on s'est enfermé dans des schémas. Et plus il y a des nouvelles générations qui arrivent, et plus on est amené à amener des choses libres, ouvertes, en connexion avec qui on est et pas avec ce qu'on a voulu nous inculquer. Que sur des plans supérieurs, on a décidé de prendre, bien sûr. Mais on est quand même dans la matière, on est quand même ici, on a quand même des émotions, on a quand même un mental et on a quand même des choses qui sont bloquées en nous. Et ça, c'est une réalité qui fait qu'on attire des situations, nous, difficiles. Donc, à un moment venu, on va voir son parent, on va lui rendre cette blessure qui porte aussi lui en lui et on lui dit, tiens, je te rends libre. Et si je te la donne, si je te la rends, cette blessure, c'est parce que de un, elle ne m'appartient pas, de deux, elle ne t'appartient pas non plus, et toi aussi tu peux la libérer. Et si je le fais, c'est parce que je te respecte. Et parce que je t'aime. J'ai accepté de la prendre, maintenant j'accepte aussi de te la rendre. Alors la difficulté derrière ça, c'est que si tu vas voir ton père et que tu lui dis, bon papa, j'ai la blessure de l'abandon avec toi, je me suis sentie abandonnée, ça a créé des grosses frustrations en moi. Et je t'en veux pour ça. Si tu vas dire ça à ton père, son ego, il va exploser, il va dire, non mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi, il va pas se supporter. Parce que tout ce qu'il rêverait au fond de lui-même, c'est d'être un parent parfait. Mais il a fait au mieux qu'il pouvait. Mais si tu vas lui dire ça, il va se sentir agressé. C'est tellement difficile que de faire ça en direct, que moi, en tout cas, j'accompagne la personne à aller faire ça en état de conscience modifié. D'aller contacter la personne d'âme à âme, en fait. C'est-à-dire de mettre le mental de côté, d'aller faire un accord d'âme avec l'âme de l'autre et d'aller libérer tout ça de façon tout à fait libre, exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer, relâcher tout ce qu'on a envie de relâcher, prendre conscience qu'on le porte aussi en nous, remercier l'autre et mettre en place quelque chose pour le libérer. Oui, on reçoit des infos tout le temps, on reçoit des infos à la fois de notre intérieur qui va matérialiser des informations sous forme de ange, archange, arrière-grands-parents, qui vient nous donner des données, qui vient nous souffler des choses, de notre intuition, de notre intérieur à nous-mêmes, donc notre connexion à la divinité. Comment savoir ce qui est une information qui est liée à l'intuition, d'une information qui est liée à une distorsion, je dirais, du mental. Quand c'est une information intuitive, c'est quelque chose qui est super simple. On vient, on te donne la donnée, c'est quelque chose qui est très clair, c'est une idée qui est très rapide. On ne va pas te donner les explications parce que les explications vont t'amener à dévier par le mental. On va juste te dire, fais ça, voilà, telle idée, telle chose, stop. Dès que tu entends une voix qui te dit, ah mais qu'est-ce que t'es bête, t'as une façon de voir la vie, mais t'es idiote ma pauvre, mental. Mental, procrastination, un moyen de pouvoir dévier pour pas continuer dans ta lignée. Alors l'intuition, je pourrais pas te dire elle vient de quelque part, mais pour moi c'est un canal en fait. Pour moi c'est quelque chose qui vient et qui nous infuse. Pour moi l'intuition elle est placée là, tu vois, elle est là. C'est ici, c'est connecté avec notre cœur, avec le thymus, et ça vient nous donner une donnée qui est là comme ça, qui est intuitive, qui est à la fois le siège de notre enfant intérieur, c'est notre corps supérieur, en fait, c'est les plans supérieurs qui nous donnent des informations. C'est ce qui est, je dirais, désincarné, qui est toujours connecté à nous et connecté à tout, qui vient nous donner des informations pour aller dans un sens, tout simplement.
Alors d'où ça vient, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'arriver à comprendre que c'est là, à savoir l'utiliser et à se rendre compte que c'est ce qui t'amène dans le meilleur cheminement de toi-même. C'est pas pareil quand c'est un grand-père ou un défunt qui communique avec toi. Quand c'est un défunt qui communique avec toi, il peut venir, il peut te montrer des choses pour te montrer que c'est lui. J'ai eu une patiente, il y a quelque temps, je devais faire une séance d'un certain type avec elle. Et d'un seul coup, je sens la présence, j'ai senti une présence en fait. Et je lui dis, tiens, il y a la présence de ton père. Je l'ai senti, c'était là. Je veux dire, c'est pas, il y a quelque chose qui m'a dit, une parole ou une vision. Non, je savais, je sais, c'est tout. Je lui dis, mais il n'y a pas un problème avec ta machine à café? Donc les informations venaient toutes seules. Elle me dit, si, il y a le percolateur qui fait que de péter de la machine à café. Ah, je lui dis, ben, ton père, il est en train de dire qu'il s'amuse avec la machine à café. D'ailleurs, il buvait du café, il adorait le café, n'est-ce pas? Elle me dit, oui. Je lui dis, ben, il est en train de te faire comprendre que parfois, il essaie de venir communiquer avec toi, mais que tu ne l'écoutes pas. Donc, il vient dans la matière, il fait péter ta machine, d'ailleurs, il n'arrête pas, ça le fait bien rire. Et il fait ça, parce que tu sais de toute façon que c'est quelqu'un qui aimait jouer, s'amuser. Il fait ça exprès pour que tu prennes conscience qu'il est là. Et que tu arrêtes de croire qu'il y a une séparation, parce qu'il n'y a pas de séparation. Il n'est pas là dans la matière, mais il est présent. Il est en présence dans ton énergie, dans ta maison qui fait partie de ton énergie, pour te dire qu'il est là et que tu arrêtes d'avoir peur et que tu te connectes à lui. Ça peut être des signes extérieurs, tu peux être attiré par un livre. Il va t'amener vers un livre où tu vas lire une phrase, ça va te rappeler la personne. Ça peut être des voix que tu vas entendre. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, un médium qui va te dire, bah, tiens, telle personne, elle est en train de dire ça. J'entends telle chanson, c'est la chanson de cette personne. Tu peux voir des images, il peut y avoir tout plein de choses. Tout est en fonction, l'information elle viendra en fonction de ce qui est ta dominance. Si tu es visuel, ça sera par le visuel. Si tu es auditif, par l'auditif. Ce sera des choses que tu entendras, une chanson, quelqu'un qui va te parler, un son. Si tu es kinesthésique, que tu t'attaches à des choses qui sont des objets, peut-être un objet qui est en lien avec la personne, qui va tomber une fois, il va retomber 2 fois, il va retomber 3 fois. Ça veut dire, voilà, je suis en train de te montrer que je fais tomber l'objet. Je suis là, rassure-toi, tu sais très bien d'où il vient cet objet. Ça dépend de la spécificité de la personne, de sa façon de communiquer, de recevoir les informations. Moi, j'ai la claire connaissance en fait. C'est-à-dire que moi, je sais. C'est simplement que je sais. C'est pas que j'entends, que je vois. Ça dépend. Des fois, je vais pouvoir te dire j'entends, mais j'entends pas en fait. Je sais. Parce qu'il y a des phrases qui viennent. Parce que parfois, je vais dire tiens, je vais visualiser qu'il y a une machine à café. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'information, tiens, machine à café, telle chose. Je vais pas voir l'esprit se balader, même si je sais qu'il va y avoir un esprit dans une pièce et je vais sentir à quel endroit il est. Je vais sentir sa présence, je vais savoir, c'est la claire connaissance. Si tu veux, à un moment venu, tu accèdes à un niveau où tout est vibration. Puisque de toute façon, tout est vibration. La matière, c'est énergie, tout est énergie. À un moment venu, quand tu prends conscience que tout est énergie, cette énergie, elle t'infuse, tu sais. Et quand tu pars du principe que tu es unité, que tu es un, et que tu fais partie de tout, et que tout fait partie de toi, donc tu peux te connecter à tout ce que tu veux quand tu veux. C'est juste qu'un jour, il est temps de le décider. Il y a des âmes qui sont passées dans les dimensions supérieures, qui sont passées en lumière, qui ne sont pas dans l'astral, qui viennent pour communiquer des choses pour rassurer les autres. L'exemple de cette personne-là, de ce papa qui est venu voir sa fille, elle est coach, et elle n'arrive pas à se lancer. Elle a des peurs. Parce qu'elle ne s'est pas reconnectée à des choses et elle n'a pas pris complètement conscience de la direction dans laquelle elle devait aller dans son métier de coach. C'était d'accompagner les enfants. Elle n'avait pas conscience de ça. Le père, il est venu pour la reconnecter à des choses d'elle-même, pour lui rappeler ce que lui, il essayait de lui enseigner dans le jeu, dans certaines pratiques, pour qu'elle se rende compte que c'est pleinement elle, que c'est là-dedans qu'elle se sent bien, que c'est là-dedans qu'elle veut aller, mais qu'elle se bloque parce qu'elle croit que là-dedans, elle ne va pas gagner d'argent, qu'elle ne va pas s'en sortir socialement, qu'elle s'est mis des barrières. Donc l'âme désincarnée de cet être est venue pour lui dire, mais aie confiance. Mais rappelle-toi, quand tu étais enfant, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça. Reviens, cet enfant. Il n'y a pas de souci, tu as le droit. On peut connaître sa mission de vie et décider ou se faire croire qu'on ne peut pas le faire. Pas dire je ne peux pas le faire, parce que tout est faisable. Parce que si tu es né dans ce milieu, que tu as vécu ce que tu as vécu,
c'est que tu peux le faire. Le jour où nous commencerons à considérer notre vie comme un miracle, non pas à l'occasion mais en tout temps, ce jour-là, nous connaîtrons alors la véritable signification du succès. La première loi spirituelle du succès, c'est la loi des pures potentialités. C'est le domaine de toutes les possibilités et de la créativité infinie. C'est votre nature suprême, le soi. Vivre en contact avec sa nature suprême, c'est-à-dire dans un état de référence axé sur le soi, cela signifie que notre point de référence intérieur est notre propre âme et non pas les objets de notre expérience. La référence axée sur les objets signifie que nous sommes constamment influencés par les objets extérieurs à notre nature suprême, ce qui inclut les situations, les circonstances, les gens et les choses. Le fait d'être axé sur les objets nous pousse constamment à rechercher l'approbation des autres. Nos pensées et notre comportement sont toujours en attente d'une réaction. Ils sont par conséquent basés sur la crainte. Nous éprouvons également un besoin intense de contrôler les choses. Nous éprouvons une soif inaltérable de pouvoir. Si vous n'étiez pas poussé par la crainte, vous n'éprouveriez pas le besoin de contrôler, ni le besoin de vous efforcer d'obtenir ce type de pouvoir sur les autres. Le véritable soi qui est votre âme est entièrement libre de tous ses désirs, de toutes ses chaînes. Il reste imperturbable face aux critiques. Il ne craint aucun défi et il ne se sent inférieur à personne. Et cependant, même s'il ne se sent inférieur à personne, il reste humble, car il sait que tout le monde provient de la même nature suprême, de la même âme, sous des apparences différentes. Tel est le véritable pouvoir, le pouvoir du soi. Celui qui dit « moi, je ne veux pas avoir ça », il va l'avoir. Le « veux pas », c'est « je veux », parce que l'univers ne comprend pas le « je veux pas ». Je veux pas souffrir. Tu parles souffrance. En disant « je veux pas souffrir », il y a l'information souffrance, il y a des données émotionnelles qui parlent souffrance, donc il y a souffrance. Donc je veux souffrir. Tu es ceci, c'est je suis. Je te juge, je me juge. Tu es méchant, je suis méchante. Je ne veux pas, je veux. Miroir inversé. La vie, c'est simplement un jeu de miroir. Tu prends un diamant à multifacettes et tu l'observes. Selon sur quelle facette tu vas le regarder, il y a différentes couleurs. Si tu vas te regarder sur une facette, tu verras une chose, sur une autre facette, une autre couleur, un autre style, une autre déformation. Eh bien, c'est ça. La vie, c'est des jeux de facettes. Toutes ces facettes, c'est des parallèles de vie, c'est des toits. Et tous ces toits, quand tu les intègres en tout, c'est toi. Aujourd'hui, tu as juste qu'à décider qu'aujourd'hui, tout ça, c'est toi. Voilà. Et donc, tout ce que tu vas observer, au lieu de dire celui-là, il est comme ça, tu vas dire je suis comme ça. On n'accepte pas de le voir chez l'autre parce qu'on a un ego surdimensionné. Et que notre ego, il n'a pas envie qu'on passe pour un bourreau, il préfère passer pour une victime. C'est plus facile, le rôle du gentil. L'image de la victime, à la base, il se prend pour une victime. J'ai souffert, et parce que j'ai souffert, je vais te faire payer ma souffrance. Tu vas la payer, cette souffrance. Je vais te la faire payer, et moi, je sais mieux que toi. Donc, je vais te montrer que je sais mieux que toi. Et celui qui joue le sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont souffert, les pauvres. Moi, je m'en suis sortie. Je vais les sauver, parce que les pauvres, franchement, il faut que je les sauve. Mais en réalité, il se sauve à lui-même. Celui qui cherche à sauver les autres, il se sauve à lui-même. Il veut se sauver lui-même. Parce que sinon, il ne chercherait même pas à sauver les autres. Il se dirait, je ne fais que l'accompagner, l'autre, puisqu'il a la même potentialité que moi. Et qu'il agit à la mesure de ce qu'il doit agir. Donc c'est correct, tout ce qu'il vit. La seule chose, c'est que si je prends conscience que j'ai quelque chose à faire ici, celui qui va venir à moi, il a une raison de venir à moi, c'est que j'ai quelque chose à faire avec lui. Alors si c'est l'accompagner, ben, je vais l'accompagner. Et si c'est lui qui doit m'accompagner, il va m'accompagner parce qu'en réalité, on s'accompagne. Il n'y a personne de mieux que nous-mêmes qui sait comment se libérer. Il n'y a personne qui peut te connaître mieux que toi-même. C'est simplement que tu as du mal à te voir, que tu n'oses pas te regarder en face. D'où l'importance de l'authenticité. Comment faire pour que le mental ne prenne pas le dessus? Bon, ça dépend des personnes. Par exemple, pour moi, je vais regarder un arbre, je vais arrêter de penser. Je vais aller faire du sport, je vais libérer les endorphines. Du coup, tout ce qui est tension, c'est relâché. Et vu que c'est relâché, j'arrête de penser, je suis en plein dans mon action et je me sens mieux. Pour certains, ça va être méditer des heures et des heures parce qu'ils croient qu'il faut qu'ils méditent pour accéder à. Tout dépend de tes croyances et de ton mode de fonctionnement naturel en fait. Ça dépend des personnes. C'est juste trouver le moyen de détourner ton mental. Donc te mettre dans une activité
qui va te recentrer, simplement. Moi, observer mon enfant, regarder mon fils, si j'ai des émotions trop fortes ou si j'ai mon mental qui prend le dessus, je vais me retourner, je vais regarder mon fils, je vais le voir faire des choses avec des petits détails de la vie, des choses qu'il a autour de lui, toucher, commence à faire ses premiers pas. Ça va amener une joie énorme à moi parce que je vais voir qu'il se contente de rien et qu'il est heureux dans rien. Et ça me recentre à moi-même et ça suffit. Le meilleur des meilleurs moyens, c'est d'observer. Observe les autres autour de toi. Ça te permet de déconnecter de toi-même parce que finalement t'apprends tous les jours. C'est d'être sans arrêt un être qui apprend. Dans l'apprentissage et accepter que tu es toujours dans l'apprentissage. Mais l'apprentissage, c'est un moyen de redécouverte de toi-même. C'est accepter de voir ce que jusqu'alors tu n'as pas vu. C'est accepter de recevoir ce que jusqu'alors tu n'avais pas voulu révéler. Parce qu'on a tout en nous. Pour devenir médium, il y en a qui prennent des cours, mais il suffit de le décider. Si tu décides que tu as envie de parler, de communiquer avec des entités, avec des êtres désincarnés, tu vas te retrouver un jour à un coin de rue, tu vas entendre une voix. Tu vas te dire, ça y est, je suis taré. Mais non, c'est toi qui l'as décidé. Mais si tu crois qu'il faut apprendre, qu'il faut que ce soit difficile, qu'il faut du temps, eh bien ça prendra du temps. C'est nous qui choisissons. Et si tu as envie que ça soit facile, comme un enfant qui se contente de n'importe quoi et qui apprend de tout, que c'est super facile, eh bien ça sera super facile. Tout est déjà en nous. Et le fait de regarder l'autre, d'observer l'autre, te permet de voir que c'est aussi en toi. Tout ce que je vois, je l'ai. Ce que je ne vois pas encore, c'est parce que je ne l'ai pas conscientisé. Mais si je décide de conscientiser et que ça fait partie de mon plan d'incarnation, de ce que j'ai décidé avant de m'incarner, de ce qui fait partie de ma mission de vie, dans ce que j'ai à apporter à l'autre et à moi-même, par là même, à révéler en l'autre et à révéler en moi, ça va s'ouvrir. Mais on le fait tous les jours de notre vie. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Le tout, c'est de le conscientiser. Si tu le conscientises, chaque jour de ta vie, il y a des choses qui s'éclairent de plus en plus. On est l'univers entier qui est venu se séparer en multifacettes pour découvrir qui il est. On est un Dieu, un univers qui s'est démultiplié en des milliards de choses, mais qui va se démultiplier toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, pour encore réaliser un peu plus de ce qu'il est. Parce que si tu regardes quelque chose dans la généralité, tu ne vois pas les détails. Pour pouvoir observer les détails, il faut que tu sépares. Donc il sépare. La maladie sert à libérer des émotions et des pensées et des croyances qu'on a et qu'on n'ose pas exprimer. Si on a de la tristesse pendant des années et qu'on ne s'est pas autorisé de pleurer parce que c'est pas... parce que l'exemple de moi, par exemple, c'était que de pleurer, c'est pas être fort. Et moi, on m'a inculqué qu'il faut être fort dans la vie. La vie, c'est la guerre. La vie, c'est toujours chercher le moyen de trouver la solution de. Donc, je ne m'autorisais pas à pleurer parce que pleurer, c'était une faiblesse. J'ai gardé pendant des années et des années et des années de la tristesse en moi. Et cette tristesse a fait que des moments de vie très intenses, elle est venue s'exprimer par des crises d'asthme énormes. Par des états de bronchite parce que je devais exprimer des choses qui étaient très tristes et que je savais que si j'allais les exprimer, on allait dire que j'étais dépressive ou qu'on allait avoir des jugements vis-à-vis de moi que j'étais pas prête à entendre, que j'étais pas prête à accepter et que pour moi ce n'était pas juste, c'était juste quelque chose que j'avais besoin d'exprimer, même si on n'avait pas été conditionné dans ma famille, dans toutes les familles d'ailleurs, à exprimer les émotions, ben moi j'en avais besoin, l'enfant de moi avait besoin. Et ben parce que je ne les ai pas exprimées, j'ai développé une maladie. L'asthme aurait pu s'arrêter à l'âge de 3 ans, mais encore aujourd'hui je l'ai, parce que j'ai développé un état chronique. Parce que pendant de très longues années, j'ai gardé une tristesse. Tout est surmontable. La mort est surmontable. La maladie est surmontable. La maladie, on l'hérite. La maladie, c'est un héritage. On choisit une maladie parce qu'on va prendre une blessure émotionnelle ou on va prendre un blocage, je dirais, chez nos ancêtres. On va prendre ça, on va le prendre en nous et on va décider que par cette maladie, on va somatiser nous, en notre corps, quelque chose pour libérer les autres, pour libérer une lignée des fois. Et ma mère, sa spécificité, c'était toujours de dire « Ah ça, je le sens pas. Ouh là là, celui-là, il est en train de me la faire de travers. » Là, il se passe ça, là, il se passe ça, là, celui-là, tu vas voir qu'il va se passer ça. Parce que ma mère, elle avait des tendances à voir les événements arriver aussi. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai? Des sinusites chroniques.
Comme j'ai pris aussi des choses de mon père. On prend des choses de nos parents. On le choisit de le vivre. Ça peut être aussi d'autres vies. Mais on vient le révéler dans cette vie. Donc c'est dans cette vie qu'on le règle. Ça dépend du niveau de conscience de l'être, de ceux qu'il a choisi en plan d'incarnation. Il y a des êtres qui ont un niveau de conscience qui est par exemple du niveau de l'animal, qui croient en la guerre, qui croient au clan, qui croient que la vie fonctionne en clan et en survie. Celui qui fonctionne comme ça, si tu commences à lui dire de te connecter à la multidimensionnalité, il va dire non mais t'es taré ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Celui-là il a un gros problème, c'est de la pseudo-spiritualité, il a un gros souci quoi. Il va être mort de peur parce qu'il est dans une conscience qui est de la conscience survie, peur animale. D'accord? Si toi tu lui parles de on est à la fois minéral, animal, végétal, humain et on est à la fois extraterrestre et tout ce que tu voudras puisqu'on est tout, on a la potentialité de tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends quelqu'un qui est de la conscience de l'animal et qui est là pour évoluer au stade au-dessus, eh bien, si tu commences à lui parler du stade 7e étage et qu'il est en train de monter juste le 2e étage, le 7e étage, il ne le voit pas. Donc, il va évoluer avec cette conscience-là. Et pour pouvoir communiquer avec lui, il faut s'aligner à son niveau de conscience. Ça veut dire que si tu crois que pour pouvoir évoluer, il faut passer par la guerre, ben, je vais te faire croire que je vais faire la guerre avec toi. C'est une période de prise de conscience, en fait. C'est une période où il y a des choses qui s'éclairent. Plus il y a de choses qui s'éclairent, plus ce qu'on croit être sombre s'allège. Parce que quand nous, on dit sombre, on dit matière, obscure, lourd. D'accord? Plus il y a de données qui arrivent en lumière, plus de choses qui se savent, plus les gens se sentent sécurisés de ce qu'ils sont, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si obscurs que ça, que finalement, ceux qui prenaient l'image d'être les plus grands, les meilleurs, les plus sages, on se rend compte qu'en réalité, c'est des gros manipulateurs, que nous, donc, on n'est pas tant des manipulateurs que ça, et que si toutefois on était des manipulateurs, on est peut-être moins que d'autres. Tu vois? Donc, quelque part, ça amène une forme de légèreté, d'acceptation, d'ouverture d'esprit, d'acceptation d'un ensemble de choses qui se trouvent autour de nous, et ça fait délier les langues. On n'est plus dans un cercle vicieux qui fait que ça descend et qu'on cache tout et qu'on confine tout, mais on est dans un cercle vertueux. On ouvre les données de plus en plus. Qui dit ouvrir les données dit forcément monter en conscience. On ouvre des facettes de soi. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de gens qui se respectent, qui cherchent à se respecter, plutôt que de prendre la position du soumis. Ils décident de devenir pleinement conscients de leur vie et donc de devenir maître de leur vie. Parce que celui qui est soumis, il va chercher à contrôler par peur. D'accord? Là, on est dans une phase où on rentre dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est accepter. Je suis qui je suis, l'autre il est ce qu'il est, il se passe tout ça, donc rendez-vous compte de tous ces gros jeux de rôle, accepter ces jeux de rôle et rentrer en plein dedans en conscience. Donc, rentrer dans la maîtrise. Rentrer dans la maîtrise. C'est beau. Ce ne sont que des jeux. Alors oui, on passe du jeu de la guerre au jeu de rôle.